Le Suc au Mé, 908 mètres d'altitude. Comme l'indique le terme Suc, qui en occitan signifie sommet, c'est l'un des points culminants sur le massif des Monédières. L'endroit idéal pour vous inviter à parcourir ce que l'on désigne habituellement comme étant les montagnes du Limousin. Au programme aujourd'hui, une randonnée sur le plateau de Mille Vaches, dans des paysages identitaires de cette région, des lieux singuliers et surprenants. Nous irons ensuite à la découverte d'un patrimoine ferroviaire inattendu dans ce décor naturel, le viaduc des Rochers Noirs. Enfin, nous irons à la rencontre d'un herboriste, un érudit des plantes sauvages et médicinales qui a créé ici une entreprise dédiée à cette pratique ancestrale. Cap sur la Corrèze, les montagnes du Limousin. Nous commençons nos escapades limousines au sud du parc naturel régional de Mille Vaches. À une dizaine de kilomètres d'Égletons, Éric part en compagnie d'Alain, qui fréquente le secteur depuis plus de 40 ans. Alain lui a fait une promesse, une randonnée aussi surprenante qu'inattendue. Commencer une randonnée, Alain, dans cette ambiance, sous les arbres, ça met tout de suite dans un certain état d'esprit, hein. Ah ben on retrouve le calme, la sérénité et ça permet de se reconnecter avec la nature. C'est comme ça, toi, que tu vois la randonnée, quand même. Ah, pas seulement, mais il y a des phases où on n'a pas besoin d'expliquer les choses, on les ressent, c'est tout. Et on est bien. Voilà. Promesse tenue, quel endroit incroyable, Alain, où est-ce que nous sommes? Alors nous sommes le long des cascades du Dérault, donc une petite rivière qui descend du plateau des Mille Vaches, une parmi les nombreuses, puisque Mille Vaches, normalement étymologiquement en celte, c'est mille bats, 1000 sources, donc toutes ces rivières qui descendent de plein sud et qui vont rejoindre la vallée de la Dordogne plus bas. C'est quand même un site d'une puissance et d'une beauté incroyable avec cette eau qui ravine une roche qui marque le territoire, le granit. Ici on est dans le massif central, donc un vieux massif qui est apparu à l'ère primaire et qui a été érodé par le temps, par l'eau, par les glaciers. Et là maintenant c'est une vieille montagne. Le plateau de Mille Vaches lui culmine aujourd'hui à 973 mètres, mais il a été beaucoup plus haut, hein, bien sûr. J'ai l'habitude de dire dans l'émission, pourquoi aller au bout du monde? Franchement, ces paysages-là, on pourrait les imaginer justement à l'autre bout du monde et pourtant ils sont bien en France et en l'occurrence en Limousin. Ben oui, on est une région qui est méconnue mais qui est pleine de richesses au niveau naturel, au niveau historique. Et les terres inconnues, c'est peut-être un peu chez nous maintenant, hein. Ces lieux, dédiés aujourd'hui à la balade, ont été durant des siècles des endroits fréquentés par les hommes. Exemple avec ces moulins qui témoignent de la vie sur le plateau. L'eau, elle a façonné la physionomie de ce territoire, mais elle a aussi marqué la vie des habitants. Et bien sûr, parce qu'il faut se servir de l'eau. Alors à l'époque, on n'avait pas l'électricité, donc on se servait de la force des rivières. Et notamment donc, pour faire la farine, puisqu'on cultivait et le seigle et le sarrasin, qui étaient pour faire le pain et pour faire les tourteaux, les galettes de sarrasin.
Généralement, les moulins, ils appartiennent à ceux qui ont le pouvoir, les seigneurs, les moines. Est-ce que c'était le cas également partout ici? Alors ici, on a parfois des moulins privés et on avait dans certains villages des moulins qui étaient construits par la communauté. Parce qu'en fait, c'est des moulins où il n'y a pas de meunier en permanence, hein, ça tourne de temps en temps. Et donc, c'était les villageois qui construisaient en commun le bâtiment et qui venaient à tour de rôle moudre leur farine. Ça dit bien qu'on ne peut pas vivre sur ce territoire si on n'a pas cet esprit communautaire. Ah ben, le territoire est rude, la vie est difficile ici, donc l'entraide est une obligation, on va dire. Quand on est dans un endroit comme celui-ci, ce qui saute au premier regard, c'est le lieu lui-même, la puissance qui s'en dégage, mais c'est toujours intéressant d'aller regarder un peu dans les détails. Les mousses là qu'il y a sur ces arbres, ce sont des sculptures végétales, on pourrait presque dire. Ah, c'est magnifique et les mousses, ben, elles ont besoin d'humidité. Donc là, comme on est dans un vallon encaissé, avec le déraut qui coule, évidemment, elles se régalent et elles envahissent les arbres. Et ça donne un peu parfois des ambiances un peu fantastiques. La forêt, elle est omniprésente sur le plateau de Millevaches. Est-ce que ça a toujours été le cas? Ah non, ben, c'est tout récent. Depuis le XIIe siècle, il n'y avait quasiment pas de forêt sur le plateau. Et le reboisement date d'après la Seconde Guerre mondiale. Et comment ça s'explique? Alors ça s'explique par deux causes. Ben, l'exode rural, moins de monde dans les campagnes, donc l'abandon du pâturage de la lande à bruyère. Et puis une volonté politique de l'État après la Seconde Guerre mondiale de reboiser le territoire. Je comprends, Alain, pourquoi on dit que l'on est sur les montagnes limousines. Quel point de vue lorsqu'on arrive ici? Où est-ce que l'on est et qu'est-ce que l'on voit? Alors on est au sommet du Puy de la Tourte, on est à 856 mètres d'altitude. Et là on est vraiment sur le rebord du plateau, derrière nous le plateau de Millevaches, donc qui monte jusqu'à 973 mètres au Mont Bessou. Et donc là en dessous le plateau sud-est corrézien et en face donc les monts du Cantal, Bord-les-Orgues et la chaîne du Sancy. Donc les monts d'Auvergne en gros, à l'horizon. Ça dit quand même que nous sommes sur une terre d'altitude, c'est pas simplement une image. Non, c'est une terre d'altitude, le climat était rude ici, c'était pas facile. Tu parles de la vie et je dois t'avouer que c'est un petit peu ce qui m'a charmé pendant notre randonnée. J'étais venu pour voir une belle nature, j'ai été servi, mais tu n'as cessé de me rappeler la vie des hommes sur le terrain. C'est-à-dire que géographie, histoire se répondent en permanence. Ah ben bien sûr, hein. Ben, y a plein d'histoires qui sont liées à la nature du pays. Ben, une petite anecdote, hein. En 1850, au moment de la conscription, en Limousin, on avait un tiers des hommes qui étaient réformés. Alors c'était pas parce qu'ils étaient plus filous que les autres, c'était juste parce que la vie était tellement difficile ici, et à cette époque il y avait un critère de taille, il fallait mesurer plus d'1,54 m pour être conscrit. Et donc ici il y avait un tiers de la génération 18-20 ans qui ne mesurait pas 1,54 m. Donc c'est-à-dire qu'on avait du mal à se nourrir en qualité et en quantité, donc la taille ne suivait pas. Est-ce que c'est l'une des choses qui te rend cette terre attachante, de savoir que justement des hommes ont sué pour pouvoir y vivre et l'exploiter? C'est une terre très attachante par son histoire, par ce qui s'y passe, parce qu'il s'y passe aussi beaucoup de choses. Il n'y a pas que l'histoire ancienne, il y a l'histoire actuelle. Et c'est un monde où il se passe beaucoup de choses au niveau associatif, au niveau de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est un monde qui bouge. Merci Alain, j'ai pris beaucoup de plaisir et surtout, je suis une nouvelle fois convaincu que on découvre un territoire beaucoup mieux lorsqu'on est accompagné par quelqu'un qui le connaît bien. Merci à toi. De rien. Les montagnes du Limousin offrent des paysages où la nature s'exprime avec beaucoup de force. Mais il arrive que l'on y découvre des surprises témoignant de l'activité des hommes.
En s'engageant en compagnie de Roger dans ce tunnel abandonné, situé entre Lapleau et Soursac, Éric s'apprête à remonter le temps. Explique-moi, Roger, la raison d'être de ce tunnel en pleine montagne corrézienne. Eh bien, ce tunnel se trouve sur le parcours d'un chemin de fer départemental qui allait de Ussel à Tulle. Et arrivé à ce point-là, c'est sur un lieu qu'on appelait à l'époque Roche-Taillade, et il y avait un problème, et ce problème a obligé au percement de la falaise qui se trouve sur la rivière Luzège. Inauguré en 1913 par le président de la République française, Raymond Poincaré, le transcorrézien a bouleversé la vie dans cette campagne. Tiré par une locomotive à vapeur, le TACO, comme on le surnommait, transportait voyageurs et marchandises à une vitesse de pointe de 15 km/h. Ce train, c'était l'arrivée de la modernité. À l'époque, il n'y avait pas d'autres moyens. À part les charrettes, ce train était attendu, évidemment, on en avait vraiment besoin. Quand il arrive, c'est une révolution, ça change tout. Absolument, absolument, c'est la grande fête partout. Enjambant les gorges de la Luzège à 92 mètres de hauteur, voici le viaduc des Rochers Noirs. Sur la quarantaine d'ouvrages de ce type construits dans le monde, il n'en reste plus que 5. Je suis très impressionné, Roger, par ce pont suspendu. Et là, je vois les câbles, l'acier. Quelle puissance il se dégage. C'est vraiment un ouvrage d'art assez exceptionnel. Hein. Il faut savoir que ce système utilisé ici, c'est le système Gisclar. La formation de charpente par des triangles, le triangle étant une figure indéformable, la charpente est elle aussi rigide et donc indéformable. Et le tablier est donc pendu sur des traverses situées dessous pour la suspension et l'équilibre de l'ensemble. J'imagine surtout les passagers qui sont passés pour la première fois sur ce pont, avec peut-être un peu de frayeur en se disant est-ce qu'on va tomber ? Et les gens qui passaient là, certains, les plus âgés, qui venaient évidemment de découvrir le chemin de fer dans la région avec ce petit train, eh bien, ils éprouvaient certainement une drôle de sensation. La ligne a fermé en 1959. Plus rentable, dépassé. Depuis, Roger ne cesse de se battre pour sauver ce patrimoine ferroviaire. Pour des raisons de sécurité, le viaduc n'est plus accessible au public depuis 2005. Le conseil départemental de la Corrèze, aujourd'hui propriétaire de ce pont classé monument historique en l'an 2000, investit actuellement dans sa réhabilitation afin de l'ouvrir à nouveau aux visites. Tu es président de l'association qui, depuis plus de 30 ans, se bat pour la réhabilitation de cet ouvrage. Et je crois qu'il y a des raisons un peu personnelles à cet attachement. Oui, ma foi, je peux même dire que j'ai dû passer sur ce pont très jeune. Parce que mon père, qui était au chemin de fer, donc au TACO, habitait côté Lapleau, où il était chauffeur ou mécanicien. Et puis il s'est marié avec une jeune femme de Soursac, près de la gare. Tu es en train de me dire que tu n'existerais pas s'il n'y avait pas eu cette ligne, presque. Exactement. Tes parents se sont rencontrés grâce à cela, c'est ça ? Oui, c'est un peu ça. Depuis 30 ans, je ne fais que ça, défendre ce pont dont on s'est moqué finalement, parce qu'on a détruit le TACO qui avait donc des locomotives, des wagons, des voitures, et puis on en a fait un pont routier. Pour moi, c'était une insulte à la qualité de cet ouvrage. Grâce aux travaux qui vont être entrepris dans quelques temps, on pourra à nouveau passer ici, à pied ou en vélo. Qu'est-ce que ça te fait ? Eh bien, c'est une résurrection. Ah, tu le vis comme ça ? Absolument, une résurrection, parce que quand on a supprimé la ligne, déjà j'en étais vraiment malade.
Et ça va changer ça. Eh bien, ça va changer. Tu débordes de projets, je vais être indiscret. Tu as quel âge, Roger? Je ne sais pas si je dois le dire. Allez, dis-le-moi. Je vais avoir 90 ans. Chapeau bas, Roger, Quelques parce que mots. tu es comme ce pont, tu es magistral et avec une vitalité incroyable. Il y Merci. est peut-être pour quelque chose. Merci à toi. La nature, pour peu qu'on la respecte, a tellement de choses à offrir. Des moments de plaisir lors d'une balade, des ambiances bienveillantes pour se ressourcer. Mais il y a plus encore. C'est dans le massif des Monédières, au sud-ouest du plateau de Millevaches, qu'Éric a rendez-vous avec un expert des plantes aromatiques et médicinales, un philosophe de la nature. Ah ben Eric, voilà. Chose très simple. On ne peut pas faire plus simple. Le trèfle violet. Et cette plante, elle a une particularité, comme chacune, mais regarde, tu goûtes juste la pointe du pistil. Ah, je le mange. Tu le manges, Ouais. voilà. Tu vas voir, tu as une petite pointe. C'est sucré. Oui, voilà. Plus simple que le trèfle, ça n'existe pas. Plus traditionnel dans l'agronomie, dans la tradition paysanne, ça n'existe pas. Elle a toujours existé comme infusion également, et comme aliment, et comme nutriment pour les animaux. Et le propre de ces prairies naturelles, c'est qu'elles expriment à la fois une humanisation de l'espace et la biodiversité. C'est un univers ici. C'est un univers, mais cet univers, en fait, il nous ressemble profondément. Et cet univers, on s'y sent bien parce qu'on est dans une relation profonde, instantanée et finalement peu explicable. On est en adéquation avec l'espace. Ça nous propulse vers quelque chose en nous qui est à la fois de l'imaginaire, qui a une forme de mystique, mais il y a aussi une sensualité, il y a une réalité, ça ouvre l'appétit. On a envie de casser la graine, quoi. Ah ouais. Voilà. Et donc, cette beauté-là, elle est à notre portée. Voilà, une plante extraordinaire. Achillea millefolium, plante pionnière. Elle a des qualités médicinales très connues. Elle Lesquelles? est très répandue. Elle est tonique générale, stimulante, fortifiante. Elle a un spectre très large d'usage. Mais en particulier, dans ses noms vernaculaires, elle est l'herbe au charpentier, l'herbe au soldat, l'herbe à la coupure. C'est une plante qui a pour vertu, à l'état frais, d'être hémostatique et également cicatrisante. C'est-à-dire que tu peux te le mettre directement sur une coupure Mâcher, on va prendre la plante, on va l'écraser, même parfois la mâcher et la poser sur la plaie. C'est quelque chose qui est... Alors c'est des gestes absolument traditionnels. Toutes ces plantes sauvages que tu connais si bien, pour pouvoir en profiter, il faut qu'elles aient un espace pour s'épanouir. La question qui se pose pour nous aujourd'hui dans la biodiversité, c'est de considérer que, bien sûr, nous devons vivre nos vies, mais nous devons considérer sans arrêt que nous sommes un élément de cet espace. Quand on va vers des lieux de plus en plus uniformisés, de plus en plus intensifs, même si nous gagnons à certains égards en productivité, nous payons très cher aussi une productivité aveugle. Donc il faut rester prospère, il faut conduire une agriculture prospère et productive, mais il faut maintenir une pensée qui soit tendue vers la biodiversité, pas seulement pour nous, mais pour les générations qui arrivent.
Pour trouver les ingrédients qu'il va utiliser dans ses tisanes, Jean a tout un réseau local de cueilleurs de plantes sauvages. Un travail au rythme des saisons et des floraisons. C'est à Bessac, sur la commune de Saint-Augustin, que Jean a installé il y a 45 ans son entreprise, le comptoir d'herboristerie. Après avoir commencé tout seul, il emploie aujourd'hui une douzaine de salariés. Dans ces tisanes, on retrouve également des plantes du monde entier, avec toujours la même exigence sur la traçabilité et la qualité. Explique-moi, Ludovic, ce que tu es en train de faire. Donc là, je suis en contrôle à réception d'une matière. Donc là, actuellement, c'est du coquelicot qu'on a reçu ce matin, d'un producteur donc en origine Maroc. Qu'est-ce que tu vérifies en fait là? Tu le prends dans la main. Donc là, je vérifie en fait d'abord l'humidité de la plante, rien qu'au toucher. Et du coup, là, on voit qu'elle est bien sèche quand même. Bien sèche, Ouais. bon, légèrement poussiéreuse. Je sais que vous mettez un soin particulier à n'utiliser que des plantes bio. Je suis surpris qu'elles viennent du Maroc. Du coquelicot, ça pousse en France? Oui. Eh ben, actuellement, c'est très compliqué de trouver du coquelicot en France en agriculture biologique. Ah ouais? Il manque des producteurs en fait? On manque de producteurs, oui. On manque de matière. Nous, nos volumes demandés sont assez élevés. On a des petits producteurs en bio qui se développent. Et voilà, actuellement, on n'a pas ces volumes-là. On est obligé d'aller les chercher à l'étranger, au Maroc par exemple. Ça signifie qu'il y a un marché quand même pour les producteurs de bio. Il y a une demande dans les plantes? Oui, bien sûr, il y a une demande. Oui. Ouais. On en vient. Et l'agriculture française en bio sur les plantes est amenée à se développer. La passiflore. C'est elle qui commence. On retrouve le côté floral de la rose. Absolument. Petite pointe d'amertume arrière avec l'oranger. La spérule qui est extrêmement discrète et l'aubépine qui va donner ce caractère un peu plus sauvage, un peu plus vert, on va dire. J'ai l'impression, Mathilde, d'entendre des œnologues. La dégustation, c'est une étape importante dans la recherche de qualité que vous avez? Tout notre travail se tourne autour de cet instant, en fait. Tout le soin qui va être apporté aux plantes, de la cueillette à la tasse. J'ai vu que vous aviez des mélanges qui portaient des noms dont on comprend du coup l'action, allaitement, nuit paisible, détox foie. Scientifiquement, l'action des plantes, elle est prouvée. À notre échelle, nous ne faisons pas de médecine. On est dans l'univers, dans la sphère de la prévention, de l'alimentation, du partage. C'est une infusion, ce sont des infusions simples. La phytothérapie est un art médical, ce que nous ne pratiquons pas. Je regarde un peu différemment ces boutons de rose qu'une simple rose. Comme s'il y a finalement une beauté cachée qui se révélait et qui en plus va m'apporter quelque chose en la buvant. La rose, vous l'avez déjà observée et sentie dans d'autres circonstances. Et donc il y a cette mémoire aussi qui revient avec les sensations de l'expérience de la rose. Des associations dont je n'ai pas obligatoirement conscience mais qui sont présentes. Oui. C'est un langage en fait. C'est ça. Et on a le corps qui nous rappelle à cette expérience déjà. Enfin, c'est la mémoire de chacun, donc l'émotion peut être différente aussi parce juste ce qu'on est en fait. Une plante, c'est un terroir, c'est une émotion, c'est des souvenirs, des re-souvenirs, mais c'est aussi un langage qui est très proche du langage corporel, parce qu'on a des réactions. Quand on boit une tisane, on a des formes de réactions. Et la plante aujourd'hui apporte quelque chose d'extrêmement intéressant dans ce qui relève de l'hydratation. C'est qu'à l'heure où nous sommes abreuvés de breuvages agressifs, très agressifs, hyper sucrés, hyper acidulés, hyper tout ce que tu veux, la tisane, elle est dans sa modestie profonde, elle est dans sa valeur profonde, avec son arôme subtil. Et elle vient nous donner cette réponse et elle nous calme déjà pour ça.
Rien que pour ça, ça mérite qu'on porte un toast à Voilà. votre travail Oui. et à la force et à la puissance. Et vive l'herboristerie.